Bonjour à toutes et à tous. À vue de nez, un chef-d'œuvre. Ce furent les mots de Bernard Pivot pour décrire ce livre lorsqu'il sortit en France en 1986. Le parfum de Patrick Suskind n'est pas un roman ordinaire. Il continue d'envoûter le lecteur des mois, voire des années plus tard, comme s'il recelait un mystérieux trésor caché derrière les mots. Et c'est cette part enfouie que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. C'est au XVIIIe siècle que naît le personnage principal du roman, Jean-Baptiste Grenouille. Nous sommes à Paris en 1738. L'haleine pestilentielle de la ville nous plonge directement dans l'ambiance. Dans les ruelles étroites et sombres, tout pue, l'urine, la sueur, l'oignon, le chou, la crotte de rat. La plume sublime et majestueuse de l'auteur nous conduit jusqu'au cimetière des Innocents, un endroit qui a réellement existé, où il règne en plein cœur de la ville les pires odeurs, celles de la mort, des charniers, des fosses communes, des os entassés. La rumeur dit que la terre du cimetière mange les cadavres en 9 jours. Non loin de là, dans une rue adjacente, va naître Grenouille, sous un étal de poissons, un personnage aussi attachant que détestable, monstrueux. C'est donc dans la gueule de Paris, à l'haleine pestilentielle, que débute l'histoire. Et si l'accent est d'emblée mis sur le monde des odeurs, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que le monde? Comment le définir? Il existe des milliers, peut-être des millions de points de vue, et donc de visions du monde. Le peintre le verra peut-être à travers des formes, des couleurs. Ce ne sera pas le même monde selon qu'il le regarde sur un plan esthétique ou bien de l'intérieur, à partir de ses émotions, de ses angoisses, de ses joies. Le monde sera encore différent si c'est un musicien, une oreille absolue qui le définit. Les sons, la mélodie des mots, le mouvement des paysages ondulants dans son esprit. Il recréera une réalité autre, sa propre réalité. Ici, dans ce roman, le monde est perçu d'après une dimension subtile, invisible, insaisissable. Bienvenue dans le monde évanescent des odeurs. Avant de nous intéresser au personnage de Grenouille, je voudrais souligner avec quelle virtuosité l'auteur nous plonge dans cette époque. Il ne décrit pas le XVIIIe siècle des Lumières, mais un univers paradoxal, sombre, entre deux instances. La raison se développe, mais les individus sont encore baignés de superstitions, de croyances au diable. Suskind décrit Paris à cette époque et nous entraîne jusqu'à Grasse, la Rome des parfums. L'adaptation cinématographique du livre, sorti en 2006, montre un Paris du XVIIIe siècle particulièrement réussi. On y voit par exemple le pont au change et ses maisons d'époque. Les images sont saisissantes et le film dans son ensemble est plutôt bien réussi. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons à Grenouille. Son univers est imprégné du monde des odeurs. Son nez aiguisé perçoit tout à la perfection. Les pires puanteurs, les plus subtils, le bois, le charbon, le grain, les cordages mouillés, les forêts, la mer, le sel, la bergamote, le romarin, la fleur d'oranger, l'huile de rose. Abandonné sous un étal de poissons par sa mère, il passera de nourrice en nourrice. Sa psychologie est l'un des thèmes principaux du livre. Il comprend assez vite qu'il ne possède pas d'identité propre. Il est rejeté par les autres. Certains vont même chercher à le tuer, sans jamais y parvenir. L'univers lui a pris ce que le moindre être possède dans ce bas monde, une odeur, par conséquent son identité. Paradoxalement, ce même univers
l'a pourvu d'un don hors du commun qui lui offre des pouvoirs quasi surnaturels. Il peut, grâce à ce pouvoir, deviner ce qui se déroule derrière les murs d'une maison, par exemple. L'univers donne, l'univers prend. Ce qu'il prend n'est pas toujours mauvais, ce qu'il donne n'est pas toujours bon, tout dépend de ce que l'on en fait. Grenouille, un nom sans grande valeur en apparence, presque ridicule et peu crédible. Il est comparé à une tique, s'accrochant à la vie, comme à un chien ou à un arbre. D'autres bestioles le définissent, comme l'araignée. Cette assimilation à l'animalité renforce ce sentiment d'exclusion et d'isolement. Il n'appartient pas vraiment à la société humaine. C'est d'ailleurs un trait récurrent du caractère des personnages développés par Susskind dans les rares autres livres qu'il a publiés. Son œuvre tient en quelques manuscrits. Son œuvre publiée, bien sûr. Alors, donc il y a une pièce de théâtre, La Contrebasse, un court roman, Le Pigeon, un recueil de nouvelles, Un combat, un livre pour enfants que je n'ai pas ici, et un court essai sur l'amour et la mort. L'identité de Grenouille est l'un des thèmes primordiaux du livre. La chose, comme il est décrit, aussi laide qu'inconsistante, n'a qu'un seul don, un seul avantage dans sa vie, son odorat exceptionnel. Tout ce qu'il construit dans son fort intérieur est imprégné d'odeurs, de parfums, jusqu'à l'apprentissage du langage, qui est intrinsèquement relié à cette passion. C'est pour s'accaparer, capturer les diverses odeurs qu'il développe son vocabulaire. Le premier mot qu'il prononce est le terme poisson, une lointaine réminiscence évoquant sa naissance fait remonter ce mot à la surface de sa mémoire. Puis viennent d'autres mots, dont le bois. Pour emprisonner en lui les effluences de la matière, il se répète le mot jusqu'à ce qu'il se confonde avec l'odeur elle-même. Intérieur, extérieur, arôme, effluve, évanescence, mot, s'entremêlent dans son royaume qui devient peu à peu son identité. Lui que le monde rejette, lui le moins que rien, révolutionnera le monde des odeurs. Lui qui n'existe pas, lui qui est touché, brisé par la malédiction de ne pas exister, lui la tique, le batracien, deviendra roi. Le roi grenouille. Car le nom de grenouille, selon mon point de vue, n'a pas été choisi par hasard. Il fait, à mon avis, référence au conte des frères Grimm. Vous souvenez-vous de cette histoire ? Une fille joue avec une balle d'or au bord de la fontaine. Elle la perd au fond de l'eau. Une grenouille veut bien l'aider à la retrouver, à la seule condition que la jeune fille partage sa vie. Dégoûtée au début par la bestiole, mais forcée de tenir sa promesse par son père, au moment où elle perd espoir, la jeune fille a l'agréable surprise de voir la grenouille se transformer en prince charmant. La grenouille est par conséquent un symbole de transformation, ce qui nous conduit au thème de l'alchimie. Le roman y fait référence à plusieurs reprises. La confection des parfums, les lieux, les ateliers y font penser. Alambic, chaudière de cuivre rouge, feu, soufflet, distillation. Grenouille, au fil du conte, devient en quelque sorte un alchimiste des odeurs. Sur un plan métaphorique, son but est de transformer le plomb en or, ou pour être plus exact, la puanteur de ses débuts en sublimissime parfum. Ce qu'il va réussir à faire, il va d'abord séduire et envoûter les foules en créant d'abord un parfum qui fera la richesse de son maître Baldini. Mais Grenouille désire davantage. Ce n'est pas ce qui brille qui l'intéresse, ni les titres, ni les honneurs, ni la richesse matérielle. Ce n'est pas tout cela.
Les honneurs auraient pu amuser son ego, mais il cherche autre chose, le pouvoir sur les âmes. Lui, s'il est presque détesté, lui, l'alchimiste des odeurs, cherche à commander l'amour des autres. Et pour atteindre son objectif, il est prêt à tout. Grenouille, le monstre, est prêt à tuer pour exister, être aimé. Je ne vous dévoile rien de plus au risque de spoiler un peu trop. Être aimé, exister, être aimé, n'est-ce pas au final deux notions très proches? Étant au XVIIIe siècle, parmi les scélérats de cette époque, on ne peut s'empêcher de penser au marquis de Sade, aux personnages de ces livres qui prennent parfois du plaisir dans la cruauté. Mais Grenouille est différent. Sa monstruosité n'a rien à voir. Il n'est pas immoral, mais amoral. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il n'a pas d'éthique. Le bien et le mal lui sont indifférents. La vie, la mort, la vie. Y a-t-il déjà réfléchi d'ailleurs? L'auteur prend soin d'inoculer une forme d'empathie envers cet être qui n'est finalement que la victime d'une société dépourvue d'amour, impitoyable envers les faibles. Il ne nous laisse pas non plus nous leurrer. D'emblée, Grenouille apparaît comme un génie du mal. Encore une fois, un monstre. Sa quête est en même temps une chute, un abîme sans fin, un voyage à contresens vers soi, un soi maudit. Le parfait n'est-il pas en ce sens un conte à l'envers? Le livre est construit dans son ensemble sur des paradoxes. Il s'agit d'un conte à rebours, pour faire un mauvais jeu de mots. Derrière la grenouille se cache un roi. Mais quel roi? Son empire est-il celui du bien, du mal? Grenouille est un monstre, mais il suscite la pitié. Il prétend devenir un sauveur, surtout pour lui-même, et se passe de Dieu. Il est un individu dépossédé du monde. Il va pourtant chercher le pouvoir qui le conduira à posséder le monde. On pourrait pousser les recherches et voir dans la quête d'un parfum surhumain une référence à la philosophie de Nietzsche. Le passage qui se déroule sur le plomb du Cantal durant 7 ans est sans doute un écho à Platon et au mythe de la caverne. Si l'on poussait plus loin, mais une fois de plus je vais éviter de spoiler la fin, on pourrait s'interroger sur le thème du Messie et sur le mythe d'Orphée. Les références seraient encore nombreuses. Susskind ne fait-il pas référence à la psychanalyse, au stade du miroir, lorsque Grenouille se voit pour la première fois dans un miroir? Mais je laisse les lecteurs à leurs propres impressions et intuitions. Venons-en au centre, à la question centrale du livre, toujours selon ma propre vision. Cette question est celle de l'amour. C'est d'ailleurs le dernier mot du livre. L'auteur interroge le lecteur, ou plutôt le pousse à s'interroger. Qu'est-on capable de faire pour être aimé? Jusqu'à quel point pouvons-nous franchir les limites? De quel amour est-il question dans le parfum? N'est-ce pas un amour frelaté, proche de la haine? Grenouille ne confond-il pas amour et désir de commander la vénération des autres? Tout grand livre est un voyage, un plaisir de lecture bien sûr, un voyage à travers les mots, mais aussi un voyage vers soi. Et le voyage du parfum commence ainsi. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fut moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité,
moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres, c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs.